Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le lundi 14 septembre 2015, il est 11 heures. C'est le point de marché généraliste, macroéconomique, global macro et surtout tour d'horizon de toutes les classes d'actifs. Comme promis, on va commencer par les indices boursiers de la zone euro en intraday. Je vous laisse prendre connaissance ici pendant l'introduction de l'avertissement sur les risques liés au trading. On va donc parler des indices boursiers, du DAX, du CAC en intraday, des paires majeures en intraday, puisque tout à l'heure, dans l'émission Good Morning Euro-Dollar, j'ai balayé les graphiques de moyen long terme, donc les chandeliers japonais hebdomadaires des paires majeures. Là, je vais revenir sur le H4, le H1 de l'euro-dollar, de l'USD yen, et du GBP-USD, etc. On parlera bien sûr des marchés de taux, et notamment du contrat Bund, car chaque lundi, vous le savez, la Banque Centrale Européenne, qui publie d'ailleurs son bulletin économique jeudi prochain à 10 heures, eh bien, chaque lundi, la Banque Centrale Européenne actualise le développement monétaire de ses différents programmes, et notamment le programme de quantitative easing. Les matières premières, naturellement, vous venez d'assister au Commodities Market Report, alors exceptionnellement proposé par Sylvain ce matin, avec Yoav donc, qui revient dès mercredi pour vous proposer donc son Commodities Market Report. L'avertissement sur les risques liés au trading, plus que jamais un négocié sur marge sur les devises ou sur les CFD comporte un haut niveau de risque et ne peut être recommandé à tout investisseur. Alors, semaine majeure, deux rendez-vous majeurs. Tout d'abord, la décision de taux de la réserve fédérale jeudi à 20 heures. Ce même jeudi d'ailleurs, 17 septembre, bulletin de la Banque Centrale Européenne à 10 heures, qui reviendra sur sa lecture des fondamentaux macroéconomiques de la zone euro. Une décision de politique monétaire, une autre, pas celle de la Fed, mais celle de la Banque Centrale du Japon, et c'est demain à 8h30 de Paris. Et puis bien sûr, tout un tas de statistiques économiques américaines, notamment les ventes au détail, l'indice des prix à la consommation, des statistiques américaines qui vont venir d'ailleurs compléter celles dont nous avons pris connaissance vendredi, qui étaient décevantes d'ailleurs. La confiance du consommateur américain en repli, bon, sans surprise au fond, après un mois d'août, les mauvaises nouvelles macroéconomiques en provenance de Chine, le choc qu'il y a pu avoir sur les places boursières occidentales, tant à Wall Street qu'au sein de la zone euro, qu'il y ait eu une légère érosion donc de la confiance du consommateur américain. Alors aujourd'hui, ce lundi, ce n'est pas la séance de bourse la plus importante du point de vue des fondamentaux. Il y aura bien sûr la Banque Centrale Européenne. Vous êtes actuellement dans la section commentaires. Vous avez donc ici, dans la section chat, l'agenda des principales publications macro de la semaine. Donc vous constatez que ça commence essentiellement à partir de mardi. Vous avez bien sûr le calendrier économique sur dailyfx.fr qui vous permet d'accéder à ces datas en temps réel. Vous avez ici sous vos yeux la sélection que je vous propose. Mardi donc la BOJ, le ZOO, mercredi l'indice des prix à la consommation pour la zone euro, jeudi le bulletin économique de la BCE, la Fed. Bref, la Fed peut-elle relever ses taux cette année? Laissez-moi vous remontrer, et j'en passe ensuite au graphique et à l'intraday, laissez-moi vous montrer les probabilités implicites de voir la réserve fédérale agir cette semaine. Eh bien, elles sont faibles. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a bien sûr le contexte macroéconomique. Il y a les objectifs de la Fed, sont-ils atteints? J'essaierai d'en reparler cette semaine. Le facteur temps, ça fait 10 ans que la Fed n'a pas engagé un cycle haussier de ses taux d'intérêt. En tout cas, lorsqu'on regarde cette capture d'écran Bloomberg, donc Bloomberg qui recense justement les probabilités implicites actuelles d'action de la Fed en fonction de ces différentes réunions. Alors cette année, il en reste 3, le 17 septembre 2015, le 28 octobre 2015 et le 16 décembre 2015. Eh bien, 28%, c'est la probabilité d'action pour cette semaine. Et on constate forcément que cette probabilité se renforce d'ici la fin d'année. Notez enfin que sur ces 3 rendez-vous, 17 septembre, 28 octobre et 16 décembre, 2 seulement s'accompagnent d'une conférence de presse de la présidente de la Fed, celle du 17 septembre, donc cette semaine, et celle du 16 décembre. Voilà donc pour ces informations-là. Maintenant, parlons des indices boursiers, parlons du DAX. Le DAX propose ici donc une analyse technique que je trouve assez limpide.
notamment lorsqu'on étudie les bougies japonaises en données horaires. Alors rapidement, nous avons ici donc la vive reprise haussière du 24 août, séance, rappelez-vous, de paroxysme des ventes, mèche basse, clôture au plus haut, explosion du volume d'échange. Le marché reste sous l'influence de cette dernière semaine du mois d'août particulièrement positive. Le marché a ensuite construit une phase de range, après avoir proposé cette phase de hausse verticale, et a tenté, mercredi dernier d'ailleurs, 9 septembre, d'en sortir par le haut. Des clôtures intraday positives, mais finalement un chandelier journalier qui n'a pas permis d'obtenir la clôture au-dessus de la partie supérieure du range, et finalement le marché est resté à l'intérieur. Sur le très court terme, lorsque j'étudie les bougies horaires du DAX, je relève donc, et ça a été relevé dès vendredi, c'était possible en réalité de la relever, cette ligne de tendance haussière qui attrape le plus bas du 1er septembre et le plus bas du 4 septembre, une ligne de tendance dont les cours se sont approchés vendredi dernier, vendredi 11, mais que les cours ont précisément testé ce matin, donc ici sur ce chandelier horaire du DAX. Alors, rebond, je dirais que tant que ce marché se maintient au-dessus de cette ligne de tendance, j'ai un biais plutôt positif. Admettons tout de même qu'à court terme, le DAX est donc couvert par une ligne de résistance qui attrape tous les sommets de marché depuis le piège haussier du 9 septembre. Alors, piège, si on considère que ce sont les clôtures intraday, oui, les clôtures intraday nous ont piégé mercredi dernier, mais la clôture journalière était sans appel, le marché restait donc dans cette phase de transition latérale en place depuis le début du mois de septembre. À court terme, on est donc soutenu par cette ligne de tendance haussière. À court terme, nous sommes couverts par cette oblique. Dans l'absolu, nous avons ici donc une compression, forme de neutralité, c'est certain. Mais pour le moment, je retiens le fait que ce matin, le marché a bien réagi donc sur la ligne de tendance haussière. Nous sommes dans cette compression et on peut envisager au fond que le marché, tant qu'il préserve cette ligne de tendance, puisse peut-être déborder cette oblique de résistance. En tout cas, il y a un intérêt acheteur dès qu'on approche de cette oblique. Et pour le moment, je décide donc d'y accorder ma confiance. En tout cas, de sélectionner cet outil de chartiste pour décider donc du message principal de l'analyse technique à court terme. Ça, c'est sur le DAX, c'est propre. Ce qui est intéressant sur ces indices boursiers de la zone euro, c'est que actuellement l'analyse intramarché converge. Je vois des questions sur le GBP/USD, je vais vous en parler, ne vous inquiétez pas. On a ce même type de ligne de tendance ici donc sur le Eurostoxx 50. Pour le moyen terme, l'Eurostoxx 50, vous avez bien compris que ce qui compte, c'est les 3300 points. Alors, on a tenté de les dépasser le 9 septembre dernier. Finalement, le marché avait clôturé en dessous. Lorsque je jette un œil au CAC 40, on a une analyse technique qui est assez proche de celle que propose le DAX. Si ce n'est que c'est un peu moins propre. Alors, on peut aussi tracer ce canal à faible pente. Je rappelle le rôle pivot des 4598 points, 4600 points sur le CAC 40 qui correspondent tout simplement au précédent sommet de l'année 2014. Alors pour l'instant, ce marché est dans un cycle à court terme de baisse depuis le 9 septembre, depuis donc l'ouverture de la session américaine mercredi dernier, qui a vu les indices boursiers de la zone euro reculer pour finalement clôturer sous les résistances les 10 380 du CAC, les 4700 du DAX, les 4700 du CAC et les 3300 points de l'Eurostoxx 50. Donc pour le moment, le CAC, on ne peut pas réellement tracer le même type de ligne de tendance haussière que sur le DAX, mais on a donc à court terme un marché qui désormais est emprisonné entre 4540 et 4598. Bon écoutez, à l'intérieur c'est parfaitement neutre ici pour ce qui est donc de l'indice parisien. Donc je dirais qu'au fond, parmi tous ces indices boursiers de la zone euro, le DAX me paraît particulièrement propre. Cette ligne de tendance haussière en place et qui attrape le point bas du 1er septembre et du 4 septembre, elle peut être achetée, tout comme on peut vendre les tentatives de cassure ici de cette oblique de résistance. Après, pour ce qui est de la stratégie, on peut parfois juste faire un choix, soit chercher à acheter le support, soit acheter de la résistance. Je dirais que ça c'est en fonction de votre lecture de la tendance de fond ou du facteur technique dominant, et moi je continue donc d'accorder ma confiance à la semaine de reprise haussière du mois d'août qui a été particulièrement forte et accompagnée donc d'un important volume d'échanges. Alors qu'en est-il des marchés de taux? Le Bund suit
et continue de suivre sa tendance haussière. Je défends sur le contrat de taux long allemand une stratégie d'achat, vous le savez, depuis le 2 septembre. Stratégie d'achat avec un objectif de cours à 156. Et ce matin, je confirme mon anticipation positive sur le contrat allemand Bund. Je rappelle le cadre de ce marché. Le niveau des 156 correspond au prix le jour où la Banque Centrale Européenne a engagé son programme de quantitative easing. C'était le 9 mars dernier. Le point bas du mois de juin dernier à 148,50, c'était tout simplement 50% de l'avancée du contrat de taux long allemand Bund entre les années 2013 et 2016. 3 années pendant lesquelles la Banque Centrale Européenne a développé tout un tas de programmes monétaires qui ont exercé une pression baissière sur les rendements obligataires au sein de la zone euro et donc haussière sur le prix des obligations d'État, notamment des pays dits cœurs et donc forcément le Bund. D'un point de vue de l'analyse technique, le contrat de taux long allemand est sorti par le haut d'une compression en biseau dans la partie basse d'un canal haussier qui attrape ici tous les cours de clôture à la faveur de la conférence de presse de Mario Draghi le jeudi 3 septembre dernier. Le contrat de taux long allemand reste pour le moment sous l'influence fondamentale de cette conférence de presse et sous l'influence technique du canal et de la résolution haussière de ce biseau. À court terme, un premier support avait été relevé à 154,40, m'invitant à viser la prochaine cible technique à 156. Le marché y est presque, et donc je confirme aujourd'hui cet objectif à 156 sur le Bund. Par contre, on me posait la question vendredi, y a-t-il encore un timing? Oui, vendredi nous étions sur support, et donc le rendement risque était optimal, puisqu'on pouvait mettre le stop sous 154,40 pour viser 156. Notez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de timing pour une stratégie d'achat, éventuellement remonter les stops pour ceux qui tiennent des longs, avec par contre une nouveauté technique qui est aujourd'hui le basculement du niveau des 155 d'un rôle de résistance à support. Puisque le niveau a été dépassé, puis un pullback est fait. Alors aujourd'hui, vers 15 h, la Banque Centrale Européenne va annoncer donc le développement, enfin l'amplitude en capital de ces différents programmes monétaires. La Banque Centrale Européenne va notamment indiquer cet après-midi ce qu'elle a acheté la semaine dernière comme titre de dette. Et donc je pense que voilà, ça fait partie des éléments qui peuvent là soutenir l'avancée du Bund vers 156. Pourquoi, à court terme, les taux obligataires de la zone euro, cœur, se replient légèrement? Eh bien parce qu'il y a un effet de contagion des taux obligataires aux États-Unis, notamment entre le contrat américain et le contrat allemand, qui sont les deux benchmarks pour les contrats de taux occidentaux, tout simplement parce que le marché spécule sur la non-action de la Fed cette semaine. Alors au même titre qu'il y a eu la semaine dernière quelques ventes sur le dollar américain, peut-être des débouclements de positions longues pour encaisser avant que la Fed prenne une décision monétaire cette semaine, eh bien cela a agi à la baisse sur les taux obligataires aux États-Unis et c'est cela donc qui entretient la baisse des taux obligataires des pays cœurs au sein de la zone euro. Donc c'est ce qui se cache derrière cette avancée du prix du Bund. Objectif de cours maintenu à 156, premier support désormais à 155. Alors voilà moi ce que je pouvais vous proposer comme vue de marché sur le DAX où je vous invite surtout à faire confiance à la ligne de tendance haussière qui a agi ce matin. Voilà la vue de marché que je pouvais vous proposer sur le Bund avec un objectif maintenu à 156. Le CAC c'est fait. On va maintenant parler des paires majeures. Alors tout à l'heure, dans le Good Morning Euro-Dollar, je vous ai proposé, on a fait le tour d'horizon des graphiques hebdomadaires. Ils n'étaient pas forcément tous transcendantaux. Bon, on a pu voir celui du taux euro-dollar qui était assez limpide. USD4, Kitnell Shock. Un graphique hebdomadaire attirait mon attention, et c'est donc le seul chandelier hebdomadaire que je vais vous remontrer dans ce morning meeting, c'est celui du câble. Le taux de change GBP-USD. J'ai relevé, et ça mérite d'être confirmé cette semaine, mais c'est un scénario comme un autre. J'ai relevé sur le câble une structure en avalement aussi hebdomadaire, qui a été faite sur les 2 dernières semaines, et c'est assez propre. Et j'ai donc le sentiment, si par exemple dollar US, mais le sterling est recherché aussi, j'ai donc le sentiment qu'au fond, dans un scénario qui serait une légère consolidation du dollar US avant la Fed, étant donné que comme je vous l'ai montré à travers le tableau des probabilités implicites d'action de la Fed, eh bien il y a, la probabilité ne dépasse pas 28% pour un relèvement des taux cette semaine, qu'au fond,
la hausse du GBP-USD pourrait être un bon véhicule justement pour cette consolidation du dollar américain. Donc, mais j'avais à la base cet avalement aussi. Vous voyez ici, hein, cet avalement aussi en delay hebdomadaire. Donc maintenant, je vais passer sur un graphique intraday du taux GBP-USD. La structure en bullish engulfing, vous la retrouvez ici. Elle est décortiquée. On a presque l'impression que c'est un V-bottom qui a fait le GBP-USD en H4. Ou même une épaule, tête-épaule inversée. Alors, il faut rapidement confirmer. Mais je dirais que maintenant, tant que le GBP-USD, alors celui-là je vais le mettre, c'est le petit canal. Voilà, tant que le GBP-USD se maintient au-dessus des 1,5410, eh bien je pense que ce marché peut monter. 1,5410 me semble être le niveau pour gérer son risque. Et bien si ça casse, je me serais trompé. Et en tout cas, il n'y aura pas de confirmation de l'avalement haussier, hein, ça arrive. Mais bon, de toutes les bougies japonaises hebdomadaires dont j'ai fait le tour d'horizon tout à l'heure, bah, j'aime bien un bullish engulfing en weekly. Pour gérer son risque, l'analyse technique met en avant le niveau des 1,5410. Quant à la target, eh bien, je pense que GBP-USD pourrait tendre en direction des 1,56 $. Voilà donc, en intraday, une paire majeure qui m'intéresse. Alors, qu'en est-il des autres paires majeures et notamment du taux euro-dollar? Alors, je vais vous présenter ici les chandeliers horaires du taux euro-dollar. J'ai tenté de vous montrer à l'aide d'un graphique weekly tout à l'heure, assez longuement, qu'il n'y avait plus de tendance directionnelle sur ce marché depuis un certain temps, depuis le mois d'avril dernier. Un range, un 0,5, un 15, il y a plusieurs façons de dessiner ce range. Que s'est-il passé la semaine dernière? On a eu un signal positif donné sur le taux euro-dollar ici le 10 septembre à la cassure des 1,1240, des statistiques américaines décevantes. Et juste avant cela, il y avait eu la veille la confirmation de l'accélération progressive de la dynamique économique au sein de la zone euro. Vendredi dernier, vendredi 11 septembre, la confiance du consommateur américain qui a déçu. Cette semaine, probablement depuis la semaine dernière, quelques rachats de positions short sur le taux euro-dollar, alors que la Fed, même si les probabilités implicites ne le suggèrent pas, peut agir malgré tout jeudi. De toute façon, lorsqu'elle le fera, ce sera globalement une surprise pour le marché. À l'image de tous les événements monétaires depuis le début de l'année. La seule chose qui finalement semble indiquer que la Fed ne fera rien cette semaine, bon, c'est le contexte. Hein, je veux dire, bon, ce serait peut-être pas très malin de le faire maintenant, après tous les mauvais chiffres macroéconomiques en provenance de Chine, dont nous avons pris connaissance cet été. Et les élections qui arrivent en Grèce aussi, qui peuvent ajouter à l'incertitude. Bon, à court terme, l'euro-dollar, eh bien, il avait donné un signal positif, permettant d'envisager une hausse ici en direction de ce niveau des 1,1332. Donc ça, c'est une chose. Je vais passer ici sur les bougies japonaises en données 4 heures. On voit qu'on a eu un beau chandelier H4, mais qu'on travaille désormais le niveau. J'ai le sentiment que ça commence à temporiser sur le taux de change euro-dollar. Alors autant le câble, j'ai une conviction technique assez marquée, autant sur le sur l'euro-dollar, je vais être parfaitement neutre. J'aurais tendance à dire à court terme que ça temporise. Je sens que le marché ne parvient pas à s'éloigner des 1,1330 et je n'ai pas encore la confirmation que le niveau des 1,1330 a acquis le statut de support. À court terme, on peut peut-être baisser à 1,13. On a peut-être ici en H1 un petit bearish engulfing. Mais honnêtement, l'euro-dollar, je n'ai pas de vue de marché au-delà de la neutralité à vous proposer ce matin. Le weekly était clair, le H1, H4, pas pour moi. L'USD CAD, un triangle et qui dure, c'est le cas encore. La partie basse du triangle qui a été achetée le 9 septembre, achetée le 10 septembre, 2 fois le 10 septembre, tentative d'accélération durant la session de vendredi dernier, le marché est retombé, et au moment où je vous parle, l'USD CAD est en train de rejoindre à nouveau la partie basse de son triangle. Je pense d'ailleurs
que ce sera peut-être à ce moment-là encore un bon timing pour acheter, hein, je veux dire, tant qu'on est dans la partie basse du triangle. Euh, donc, c'est ça que je vous invite à surveiller en H4, le test de la partie basse du triangle symétrique ici, sur le taux de change euro-dollar, sur le taux de change USD-CAD. Bon, vous avez aussi depuis le signal d'achat du 15 juillet dernier et le débardement des 1,2834, ce canal à faible pente ici qui se développe sur l'USD-CAD. Ce qui a à la base créé cette tentative d'accélération haussière du USD-CAD, c'est le retour des pressions vendeuses sur le prix du pétrole. Mais bon, ça a été rapidement, je dirais, neutralisé puisque le pétrole a légèrement baissé. Et je vais en parler dans un instant du pétrole. Alors je continue les paires majeures en intraday. Si vous avez des questions, n'oubliez pas sur les paires croisées ou les paires mineures. Laissez vos questions traîner dans le chat. Que dire sur le taux USD-Yen? Alors quel était mon propos la semaine dernière? Haussier sur les 118,90 double bottom. Confirmation du signal positif à la cassure des 119,60. C'était mardi dernier, mardi 8 août. Double bottom. Depuis, je visais donc 120,68 et admettons qu'à la cassure des 120,68, j'ai rehaussé la cible sur deux niveaux. Tout d'abord 121,40 et 121,73. 121,40 a été fait, 121,73 non. En réalité, on constate qu'au-dessus des 121,40, le test des 121,73 n'était qu'un excès. Donc là, le marché n'y est pas allé. Dollar américain se replie désormais. Attention, dans le taux USD-Yen, il y a Yen japonais et il y a une réunion de la Banque centrale du Japon mardi. Donc l'impact sera fort sur le yen, sachant que le marché, vous le savez, spécule sur l'extension du programme de quantitative easing de la Banque centrale du Japon. Alors écoutez, que dit l'analyse technique? Je dirais qu'à court terme, elle met en avant un niveau de prix, que je vais vous montrer ici à l'aide des bougies horaires. Un niveau de prix qui a été testé d'ailleurs la semaine dernière, bon c'est le niveau des 120. Hein. Je pense que là à court terme, vu la succession de chandeliers horaires négatifs et la cassure des 120,37, l'USD-Yen pourrait baisser à 120. On commence à être survendu, bon il n'y a pas de div, il n'y a rien, hein. À court terme c'est plutôt baissier, mais je pense que il va falloir commencer à surveiller une tentative de stabilisation. Je vais juste moi tracer cette ligne de tendance. Voilà, cette ligne de tendance en intraday sur le taux USD-Yen. Voilà, le marché pourrait venir tester les 120, peut-être dériver à plat. Bon, mieux vaut de toute façon pour le moment éviter les achats, sachant qu'on était dans un petit triangle en fait. On était dans ce type de pattern. Et on l'a cassé, on a donné un signal négatif, donc il est probable que le marché déjà rejoigne les 120, je pense que ce sera fait. Après on verra bien ce qu'il fera dans cette zone, s'il y aura l'amorce de div. Mais pour le moment, on a un biais technique, il est plutôt négatif là, sur le taux USD-Yen. Alors, la UD-USD, le NZD-USD, pour terminer donc sur les paires majeures. Bon, le NZD-USD c'est très facile. Un range, hyper limpide. 0,6240 $, 0,64 $. Alors, la dernière fois que le marché a basculé de la partie haute à la partie basse, c'était suite à la semaine dernière la baisse des taux de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Maintenant, le marché se reprend de manière très progressive. Il est actuellement en plein milieu du range. Il évolue dans un tout petit canal qui pour l'instant guide la progression des cours. Alors, vous avez vous-même la possibilité d'ajuster cette ligne chartiste sur la plateforme. Voilà, on ne peut même pas parler éventuellement un petit canal, mais c'est surtout une ligne de tendance. Bon, tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, on se reprend. Dollar US consolide légèrement. De toute façon, un range trading, c'est pas compliqué. Deux niveaux de prix. À l'intérieur, mieux vaut éviter de chercher à faire quelque chose. Quand bien même on a ce petit canal et on se dit que le marché pourra en sortir par le bas, est bien capable de rester à l'intérieur jusqu'au niveau. Le seul niveau à vendre, c'est 0,64 $. Le point de rejet de la semaine dernière de la baisse des taux de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande.
Alors la UDUSD est dans une phase de reprise technique assez claire depuis maintenant la semaine dernière. Je vous rappelle notamment qu'il y avait un pré-signal qui était très très propre sur l'indicateur technique RSI en données 4 heures. Vous avez montré ça lundi dernier, voilà. C'était cette cassure. Il y avait une belle cassure, donc témoignant de l'accélération du momentum sur le plan chartiste, qui a permis donc au prix de dépasser un certain nombre de résistances. Je surveille une ligne de tendance sur la UDUSD, la ligne de tendance baissière en place depuis le printemps dernier, qui est susceptible d'agir. Alors, je l'attends depuis la semaine dernière, on s'en approche, je commence à surveiller la compression sur la UDUSD. Potentiellement, ça commence à faire un peu biseau. Et ça pourrait peut-être bientôt rebaisser la UDUSD. Donc ça, je le surveille. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut agir au plus proche de la ligne de tendance. Donc en attrapant les points les plus saillants, les tops de marché, celui du 14 mai et celui du 19 août, qui sont les plus élevés. Pour l'instant, ça continue de progresser, pas de div. J'attends que le RSI soit suracheté. Ça commence à faire compression au wedge. Peut-être que dans cette zone-là, ça fait aux alentours des 0,7150. Il y aura à ce moment-là donc une possibilité d'adopter à ce moment-là donc une stratégie négative. À suivre en tout cas de près. Ça fait partie ici des configurations de chartistes intéressantes, mais pas encore suffisamment développées ou pas suffisamment finies pour pouvoir être utilisées dans le cadre d'une stratégie de trading. Voilà. Écoutez, voilà, donc ça c'est ce que je pouvais vous proposer sur les, sur les paires majeures. Je vais vous donner ma vue de marché. Alors on a vu le DAX, le CAC, le Bund, les paires majeures en intraday. Je vais actualiser ma vue de marché sur le métal jaune, sachant que vous venez d'assister au Commodities Market Report, donc un tour d'horizon des matières premières. Ensuite, pour les paires croisées mineures, je lis vos commentaires dans la section commentaires, justement, à droite de là où vous accédez à mon écran. D'ailleurs, je vous rappelle que si la qualité d'image n'est pas bonne ou trouble, lorsque vous laissez traîner votre souris, le curseur de la souris, juste en bas de la vidéo, vous avez une barre en fait d'outils qui apparaît. Vous pouvez ajuster l'image, passer en haute définition par exemple. Vous pouvez aussi ajuster le son. C'est dommage, c'est que cette barre on la voit pas, mais vous passez juste votre curseur en bas de la vidéo et vous pouvez passer en HD ou ce que vous voulez, ou en plein écran. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. L'once d'or, ça reste baissier, ça baisse un peu moins, là ça se stabilise parce qu'on a une légère conso du dollar US. J'utilise un peu ce terme, cette expression de cycle chartiste. Ce que j'appelle un cycle chartiste, c'est quand on a une certaine récurrence. Et là pour le coup, c'est pas compliqué, l'once d'or, on casse des supports depuis le 24 août, paroxysme des achats, rejet sous la résistance hebdomadaire à 1165 $. Depuis, on casse des supports, on fait des pullbacks. On casse des supports, on fait des pullbacks. C'est ce que j'appelle le cycle chartiste actuel. Et tant qu'il est maintenu, je conserve la vue de marché négative. Alors à court terme, on se stabilise, ça c'est un fait. On se stabilise après avoir atteint 1098. Je vise sur l'once d'or depuis un certain temps un retour entre 1090 et 1095, cette ligne de tendance. Bon, sur le court terme, on temporise. L'idée c'est quoi? Lorsque vous vous mettez en chandelier H4 sur le métal jaune, vous pouvez tracer une ligne chartiste qui attrape le sommet du 24 août et le sommet du 1er septembre. Et l'idée c'est que je pense que le marché peut dériver à plat sous les 1115 et par contre qu'il pourrait rejeter dans la partie basse ici de cette ligne, enfin au contact de cette ligne de tendance. Le pétrole, situation chartiste parfaitement limpide. Le marché a baissé entre juin et août de manière linéaire pour finalement se reprendre à proximité des plus bas de l'année 2008, premier trimestre 2009. La moyenne mobile à 20 jours qui est ici était parfaitement baissière. Le marché l'a redépassé et depuis la dynamique s'est neutralisée sur le prix du pétrole. On constate le rôle de la MM 20 jours qui est donc ici, qui a été acheté par le marché le 10 septembre dernier. Mais on constate aussi la présence d'une ligne de tendance ici avec un rejet des cours vendredi 11, légère baisse du pétrole. Mais au final, c'est devenu parfaitement neutre. Entre cette MM 20 jours, qui reprend une pente haussière, qui est susceptible d'être achetée là par le marché. Mais voilà, la situation technique du prix du pétrole, c'est stable, mais stable sur un niveau bas. L'euro GBP présente probablement une opportunité de short. Alors, la livre sterling est bien orientée, hein, et c'est pourquoi je mets en avant la structure en avalement haussier weekly
sur le GBP USD, au-dessus du support à 1,5170 $. L'euro GBP est sous résistance, c'est pas compliqué la situation de l'euro GBP, c'est un triangle rectangle. Donc là on est vraiment dans les bases du chartisme. Je l'ajuste, le voici. Ce que j'observe, je vais en fait utiliser un outil de tracé automatique pour avoir quelque chose de précis. Voilà. Donc vous pouvez voir hein, que en fait on a testé précisément la partie haute. Donc on est dans ce triangle sur l'euro GBP, donc j'aurais tendance à croire que le marché peut désormais rejoindre à nouveau la partie basse. En tout cas pour l'instant, bon, il vient de rejeter sous la partie haute. Ça reste parfaitement neutre entre ces 0,7240 et cette ligne de tendance. Et tant que les cours sont à l'intérieur de la pattern, l'idée c'est qu'ils continuent d'y évoluer. Donc là j'aurais tendance à dire que depuis l'ouverture de la session asiatique et notamment depuis donc le chandelier horaire de 7h du matin ce matin, entre 7h et 8h du matin heure de Paris, on a eu sur l'euro GBP un double top horaire sous la ligne de tendance, donc bien négatif, je dirais de renforcement de la livre sterling, que je retrouve donc avec cette résistance sur l'euro GBP, ou encore cette reprise du câble pour laquelle je pense qu'il y a encore du potentiel, tant qu'on se maintient au-dessus des 1,54, 1,54,10. Alors, écoutez, voilà donc pour moi le point de marché que je voulais vous présenter. Je mets ici à gauche le Bund, je vais mettre au centre le DAX, et puis ici, peu importe, hein, on va mettre le USD4 pour l'instant, et je vais répondre donc à vos questions sur les paires croisées ou les paires mineures, celles dont je n'ai pas parlé, en fonction des messages que vous avez laissés. Alors, bonjour Lastico, bonjour à tous. Alors, Lastico, question, ok, donc vous avez bien pris connaissance de ces différentes probabilités qui ne sont que des probabilités implicites de toute façon. Moi, mon opinion, je vais bientôt la mettre à l'écrit sur ce qui peut justement influencer cette décision. Ce que je retiens de l'année 2015, c'est que les décisions monétaires ne sont que d'une succession de surprises. L'action de la Banque nationale suisse le 15 janvier dernier, surprise totale. Le programme de quantitative easing de la Banque centrale européenne, à l'ouverture de l'année 2015, personne ne l'attendait. Les baisses de taux en janvier dernier de la Banque centrale du Canada, de la Banque centrale d'Australie, personne ne l'attendait. Les décisions monétaires ne sont que des surprises. Et pour cause, les banques centrales ne doivent pas trop préparer les marchés à leur politique monétaire parfois, parce que sous peine de voir la liquidité disparaître. Donc, c'est, je dirais, la seule chose qui me dit que, au fond, lorsque la Fed agira, on ne le verra pas venir. Et ce ne sera pas forcément le mois où la forte probabilité, où il y a la plus forte probabilité selon le prix des contrats futurs. Donc, mon opinion, c'est qu'a priori, on n'a pas actuellement la fenêtre d'opportunité idéale. C'est pas le meilleur timing pour le faire. Donc je pense qu'il n'y aura pas cette semaine de relèvement des taux, c'est un fait. Mais au fond, je me dis que la Fed n'a tout simplement pour le moment pas rempli tous ses objectifs macroéconomiques, notamment ceux qui concernent le régime des prix. Alors ça semble chose faite pour le marché du travail. Donc voilà, je pense que c'est pas idéal et je pense qu'elle agira pas. Alors, question sur l'euro-yen, USD CHF, euro-yen, USD CHF. Ok, voilà, bah écoutez, Lastico, là, comme ça, a priori, nous sommes d'accord sur ce sujet. Allez, je vois deux questions sur les paires croisées, donc j'en parle. Euro-yen et USD CHF. Alors, bon, l'euro-yen, il y a eu le piège baissier du 4 septembre. Lorsque le marché piège, il y a généralement un contre-pied derrière. L'euro-yen a bien rebondi la semaine dernière, essentiellement parce que le yen était sous pression, il y a des spéculations. Attention, mardi, donc demain, il y a une décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon.
On a une reprise de l'euro-yen qui est particulièrement linéaire depuis la semaine dernière. Par contre, attention sur le court terme. Là, je suis sur le H4. J'ai le sentiment que le cycle de reprise à court terme de l'euro-yen s'est terminé à 137. C'est une résistance horizontale, il y a une légère dive ici sur le RSI H4, surtout l'indicateur a quitté la zone de surachat. Il y a des cassures chartistes sur l'indicateur qui peuvent annoncer celles sur les prix. Le timing n'est plus à l'achat. Le timing ne l'est plus, alors l'euro-yen pourrait s'envoler si demain la BOJ annonce quelque chose. Je pense qu'elle n'agira pas elle demain matin. En tout cas, il n'y a plus de timing pour un achat sur l'euro-yen et je pense que dans le meilleur des cas, ce marché peut rester flat sous les 137. J'aurais même tendance à croire qu'il pourrait baisser, chercher des lignes de tendance plus bas. Il y a des cassures sur le RSI, plus d'achat selon ma lecture technique à court terme sur le taux euro-yen. Que penser maintenant de l'USD CHF? Alors l'USD CHF temporise. D'ailleurs cette semaine, si mes souvenirs sont bons, il y a une décision de politique monétaire de la Banque nationale suisse. Décidément ça en fait. Écoutez, que dire sur l'USD CHF? À court terme, ce marché semble quitter par le bas le range ici. En réalité, si je prends le cours de clôture, je me mets en cours de clôture. Voilà, on était sorti par le haut de ce petit drapeau. Ici, on a donné un signal négatif ici en cassant les 0,9730. Le marché est finalement resté sous la résistance à 0,98. L'indicateur sort par le bas du range 50-70. Le cours de clôture ici c'est 0,9670. J'avais une anticipation comme quoi ce marché pourrait déborder 0,98. Ce n'a pas été le cas. 0,9770. Alors 0,9670 c'est désormais le premier support. On tient pour l'instant ce cours de clôture. Mais voilà, le marché il a brisé ça. Donc sur le court terme, je suis désormais neutre. Premier support à 0,9670 certes, mais je n'envisagerai pas pour autant une stratégie positive, notamment suite donc à la cassure de cette oblique. On pourrait même avoir l'impression qu'on faisait une forme de structure élargie. Je suis neutre sur l'USD CHF, donc je l'admets, je n'ai pas de vue de marché à vous proposer qui soit directionnel, au même titre que sur le taux euro-dollar, même si le taux euro-dollar, on peut peut-être garder le biais positif tant qu'il maintient le support à 1,13, 1,1330. La paire majeure sur laquelle j'ai une conviction positive, vous l'avez compris, c'est le câble. Peut-il y avoir un relèvement mineur? Alors, généralement, qu'est-ce que nous enseigne? Je vais vous montrer un graphique que je suis allé récupérer tout à l'heure. Le cycle des taux d'intérêt de la Réserve fédérale depuis 10 ans. Il est là. Le voici. Alors, normalement, il s'affiche sous vos yeux. Je vais zoomer pour que vous puissiez y voir clair. Voici donc le cycle des taux d'intérêt de la Fed depuis même beaucoup plus longtemps que ça. Alors les cycles haussiers des taux, on en a eu quelques-uns dans les années 80, au début des années 90, entre 2005 et 2007. Et on constate d'ailleurs que la politique actuelle de taux zéro qui dure depuis maintenant 6 ans, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Réserve fédérale. Ce n'est donc pas une situation normale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'on parle de relèvement des taux, il y a bien un jargon qui s'est imposé, la normalisation monétaire. Normalisation. Donc on est dans une situation qui n'est pas normale. Reste que ce graphique vous rappelle aussi que ça fait 10 ans maintenant qu'on n'a pas vu une telle action. C'est donc pas anodin. Par le passé, les décisions de taux de la Fed se font généralement par créneaux de 25 points de base. Donc,
les remontées de 0,10 ou de 0,25, j'ai envie de dire, ça changera rien. Ce qui compte, c'est la rupture dans le cycle monétaire. Donc, peut-elle les remonter de 0,10 plutôt que 0,25 pour assurer les marchés? Le marché retiendra simplement qu'elle les a montés. Et que ça peut être le point de départ de davantage de hausse. Puisque c'est ce que nous enseigne le passé. Donc non, elle ne fera pas ses 0,25 ou rien du tout. Oui, bah écoutez, ça c'est envisageable, un visiteur, qu'il y ait ce type d'action. Alors, écoutez, je conclus ce morning meeting en revenant sur le DAX en H1. On a une situation technique qui est très limpide sur le DAX. Après avoir eu de la vol la semaine dernière, les choses se clarifient, les compressions se réduisent. Deux lignes de tendance à suivre en données horaires, c'est la clé. Lorsque le marché sortira de cette compression chartiste, il y aura de la direction. Par le haut, on revient à 10 003, 10 380. Par le bas, le marché retombera en direction des 9 960. Pour l'instant, j'accorde ma confiance à la ligne de tendance haussière qui a fonctionné ce matin ici, lorsqu'elle a été testée à 10 090. Merci d'avoir été attentif au morning meeting. Prochaine émission à 13h, le 13h des Day Traders. Quant à moi, je vous retrouve à 15h15. Et n'oubliez pas, comme chaque lundi, et ça va marcher cet après-midi, les webinaires de 16h de mercredi et vendredi dernier ont bien fonctionné. Comme chaque lundi, à 16h, ici même, les positions réelles des banques sur le Forex. On vous donne tout à l'heure le portefeuille réel des banques internationales sur le Forex à quelques jours de la Réserve fédérale des États-Unis. Ça peut être utile de savoir si elles ont ajusté leur portefeuille avant la décision de la Fed. Merci à toutes et à tous. Bonne journée, bonne suite de webinaires et à tout à l'heure.